Donc, tout d'abord, avec Lucille, on souhaite vous remercier de nous avoir donné l'opportunité de vous présenter nos deux laboratoires, donc, qui sont situés à peu près au même endroit. Et c'est ce qu'on a essayé de représenter ici sur cette diapositive. Donc, on est situé à la fois sur le site du CEA de l'Orme-des-Mecerisiers, là au sein du LSCE, et sur le site du CEA Maison Mère, à Saclay proprement dite. Donc, nos deux structures partagent des locaux et des équipements que vous voyez ici un peu symbolisés avec ce cadre orange. Donc, on a le vieux laboratoire qui est le laboratoire historique de C14, qui est une structure de recherche qui fait du service depuis 70 ans. La première datation a été obtenue en 1954. Et le LMC14, qui est une structure de service qui fait de la recherche et qui vient juste de fêter ses 20 ans la semaine dernière. On reviendra plus en détail l'une et l'autre sur la structure et la façon d'accéder à ces deux services qui sont disponibles pour la communauté. On reviendra dessus juste plus tard. Voilà. On va commencer d'abord, si vous le voulez bien, par redonner quelques notions sur les grands principes autour de la datation C14. Donc, vous avez ici de représenter l'élément clé de la géochronologie C14, c'est-à-dire le cycle du C14. Donc, le C14 est produit dans la haute atmosphère par interaction entre les rayons cosmiques ou des particules énergétiques du Soleil ou encore des rayons gamma qui peuvent être produits au moment des explosions de supernovas. Donc, le C14 est produit comme d'autres cosmonucléides dans la très haute atmosphère, comme le bérium et le chlore-36. Il s'oxyde très vite et sous la forme de CO2, il est rapidement intégré dans la végétation et aussi est dissous, puis se transforme en carbone inorganique dissous dans les océans. Les échanges entre les réservoirs de carbone, que ce soit l'océan, l'atmosphère ou la biosphère, sont complètement liés au climat. On a des interactions, des réservoirs qui sont plus ou moins grands selon les périodes pendant lesquelles on se situe. Notamment, on a un océan, du moins une surface d'échange entre l'atmosphère et l'océan qui est plus restreinte pendant les périodes glaciaires que pendant les périodes interglaciaires. Et ceci va aussi modifier les teneurs en C14 dans l'atmosphère, en plus des fluctuations de production. Si bien qu'entre une production qui est très fluctuante, puisque dépendant d'événements extra-atmosphère, dépendant également des échanges qui peuvent avoir lieu entre les différents réservoirs, on a deux éléments qui sont très fluctuants, une fluctuation dans la production, une fluctuation dans la répartition du C14 entre les réservoirs de carbone, ce qui fait que la somme de ces fluctuations rend très complexe le système et il n'est pas possible de le modéliser. Aussi, pour essayer de retrouver les teneurs en C14 dans l'atmosphère au cours des 50 derniers 1000 ans, on fait des reconstitutions empiriques de ces teneurs en C14 atmosphériques à partir d'archives indépendantes qui sont soit directement atmosphériques, comme peuvent l'être les anneaux d'arbres, les cernes d'arbres par exemple, pour lesquels la chronologie absolue est obtenue par dendrochronologie et le comptage des cernes, ou de façon indirecte, avec des archives que l'on peut dater avec d'autres méthodes de datation, comme par exemple les spéléothèmes ou des coraux que l'on peut dater par uranium-thorium, et pour lesquels il est possible de dériver une teneur en C14 atmosphérique. Cette reconstruction empirique, c'est un travail qui est toujours en cours, qui est toujours en train de s'améliorer, et sur ce transparent, j'ai 3 messages à faire passer. Vous avez sur l'échelle des X en bas, le temps qui s'écoule depuis les périodes de 1950, c'est notre référence à partir desquelles on donne nos âges en year BP, en BP, qui veut dire année avant le présent. Donc ça, c'est 1950 de notre ère, jusqu'à 50 000 ans avant 1950. Le premier message que je souhaite vous faire passer, c'est que dans la géochronologie, la géochimie, la chronologie C14, on a plusieurs unités et on les utilise selon les contextes. En plus, par exemple, pour le delta C14, sa signification dépend du contexte et donc il faut se méfier. Ici, c'est un delta C14, c'est-à-dire un écart par rapport à la valeur de référence qui a été artificiellement fixée comme étant pas très loin de la teneur en C14 de l'atmosphère en 1950.
pas égale, mais pas très loin. En tout cas, elle est parfaitement définie. Donc, le premier message que je souhaite vous faire passer, c'est qu'il y a plusieurs unités pour pouvoir définir les teneurs en C14 dans l'atmosphère ou les teneurs en C14 résiduelles dans les échantillons que l'on va mentionner. Celle qui est préconisée aujourd'hui, c'est le FC14, qui est la moins ambiguë de toutes. Vous avez certainement davantage l'habitude de parler en âge BP ou en âge C14 conventionnel ou ce genre d'unité. Mais bien sûr, entre toutes les unités, tout est relié et on peut facilement passer de l'une à l'autre si on connaît le contexte. Ça, c'est le premier message. Le second message, en fait, suit celui que j'ai voulu porter sur le premier transparent. C'est cette fluctuation des teneurs en C14 dans l'atmosphère sur les 50 derniers 1000 ans. Donc, vous pouvez voir par les aiguilles, les bosses et les pics, que l'on a été très loin d'avoir quelque chose de continu au cours du temps, au cours des 50 derniers 1000 ans. Et le troisième message que je souhaite faire passer avec ce transparent, c'est que la courbe rouge que je viens de vous pointer, c'est la reconstitution telle que l'on l'a obtenue avec le travail de la communauté en 2020. La courbe violette, qui est en dessous, c'est la courbe telle qu'elle avait été obtenue en 2013. Donc, vous voyez qu'il y a des écarts entre ces deux courbes et que le travail est toujours en cours et qu'on est toujours en train d'améliorer cette courbe de calibration. Du moins, cette reconstitution de ces 14 qui, par la suite, va donner la courbe de calibration. Aussi, donc, un quatrième message subsidiaire, c'est que quand vous publiez les résultats, la seule chose qui est intemporelle, c'est les valeurs brutes, c'est-à-dire soit les âges conventionnels BP, soit le FC14, soit le delta C14, et que c'est donc vraiment les choses les plus importantes à mettre en avant dans la publication. Le reste, comme vous le voyez ici, avec INCAL 20 et INCAL 13, peut continuer à évoluer. Avec cette teneur en C14 de l'atmosphère qui a grandement varié au cours des 50 derniers 1000 ans, on se rend compte clairement que l'équation telle que l'avait proposée, du moins qui est une équation de décroissance radioactive classique, telle que l'avait proposée Libby comme étant le cœur de l'application de la datation C14 quand il a obtenu le prix Nobel, en fait, cette équation n'est pas utilisable en l'état et on ne peut pas avoir cette jolie décroissance complètement lissée des teneurs en C14 quand on remonte dans le temps. Au contraire, ce que l'on obtient, c'est donc une autre façon d'exprimer ces teneurs en C14 qui ont évolué. C'est ce que l'on appelle la courbe de calibration, c'est-à-dire les teneurs en C14 que l'on mesure dans nos instruments et que l'on peut, grâce à cette courbe de calibration, transformer en années vraies, qui est présentée ici sur l'axe X. Donc, vous voyez qu'à la place de la jolie décroissance bien lisse proposée par Libby, du moins espérée par Libby, on a quelque chose qui est beaucoup plus bruité et j'ai mis en avant quelques petites périodes ici pour vous montrer effectivement le bruitage que l'on a dans cette courbe de décroissance. Ça peut être un problème ou ça peut être un gain, comme on l'a vu très récemment avec la datation de l'arrivée des Vikings en Europe du Nord en utilisant un pic très étroit autour duquel justement se calait le morceau de bois qui a été daté. Au-delà de la production naturelle de C14 que je vous ai présenté sur le premier slide de Tim Heaton, il y a les activités anthropiques qui ont aussi impacté les teneurs en C14 atmosphériques. Et vous voyez ici les teneurs en C14 presque directement atmosphériques, c'est celles qui sont mesurées, mais il n'y a pas tellement de décroissance qui s'est produite depuis les 1940, donc le pic a à peu près la même forme, si j'avais montré les teneurs en C14 atmosphériques et non pas mesurées aujourd'hui. Donc c'est les teneurs en C14 au moment du XXe siècle jusqu'à à peu près nos jours. Donc on a d'abord eu l'impact de la révolution industrielle avec un input, un apport massif de CO2 dérivé de combustibles fossiles, donc totalement dépourvu de C14, puisque le fossile n'a plus à tout décru en termes de C14. Donc on a eu une diminution des teneurs en C14 atmosphériques par cet apport. Puis, dans les années, la fin des années 50 et au début des années 60, jusqu'au moratoire de 1963, il y a eu des essais de bombes nucléaires dans l'atmosphère qui ont provoqué de la production de C14, qui s'est traduit par un doublement, un quasi-doublement des teneurs en C14 dans l'atmosphère. Ce que j'ai oublié de dire sur le premier transparent, mais que ce petit panel ici me rappelle, c'est que la répartition entre les réservoirs du C14, elle est régionale.
ce qui veut dire que l'on est très influencé par les échanges entre l'océan et l'atmosphère, d'une part, entre l'océan et la biosphère, d'autre part, et que la répartition des continents sur les hémisphères, répartition relative continent-océan sur les hémisphères, a un grand impact sur les teneurs en C14 dans l'atmosphère. Ce que l'on voit sur le panel ici, c'est les 5 courbes de C14, de teneur en C14 atmosphérique qui existent pour justement maîtriser tout ce qui se fait autour du pic des bombes. Donc, on voit que parce que dans l'hémisphère nord, on a plus de continents que dans l'hémisphère sud, les teneurs en C14 sont différentes dans l'atmosphère pour une même année. Et c'est ce que j'ai zoomé sur le panel en bas, où est-ce que l'on voit effectivement que pour l'hémisphère nord, c'est les courbes en bleu et vert. On a des teneurs en C14 qui sont plus importantes que dans l'hémisphère sud. C'est aussi parce que les essais nucléaires ont été faits dans l'hémisphère nord. Mais on voit que de toute façon, on n'a pas les mêmes échanges entre les réservoirs et ça se répercute sur les teneurs en C14 dans l'atmosphère. Pour les périodes de temps anciennes, on n'a que deux grandes zones géographiques, l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Donc, j'ai essayé de vous montrer que les teneurs en C14 atmosphériques étaient la clé pour nous, la clé de compréhension du cycle du C14 et que à chaque fois que l'on va faire une mesure C14, on va essayer de se rapprocher de ces teneurs en C14 de l'atmosphère pour pouvoir traduire ce que l'on va mesurer grâce à la courbe de calibration en année vraie. Donc, il faut qu'on se rapproche de ces teneurs en C14 atmosphériques. Oui, mais la teneur en C14 d'un échantillon, même s'il est réputé atmosphérique, ne reproduit pas forcément la teneur en C14 de l'atmosphère. Et avec les 3 exemples que je vais donner juste après, je veux essayer d'appuyer sur certains écueils que l'on peut rencontrer dans la géochronologie C14 si le support d'échantillon, si l'échantillon en tant que support de datation n'a pas été choisi correctement. Parce qu'il y a un problème de temps et qu'on ne peut pas lister tout ce à quoi il faut faire attention. On s'est concentré que sur 3. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous poser les questions à la suite ou à nous inviter, Lucille ou moi, à faire un séminaire plus long dans vos laboratoires. On le fera avec plaisir l'une et l'autre. Donc, les 3 exemples que l'on a choisis, ce sont des exemples qui sont quand même en lien avec les thématiques qui sont portées par le DIMPAMIR. Donc ici, il y a plutôt, c'est la thématique archéologique qui est mise en avant. Et je vais parler des temps de renouvellement des cellules, et notamment le temps de renouvellement des cellules dans les ossements. Il faut savoir que les temps de renouvellement des cellules dans les ossements ne sont pas les mêmes selon l'os que l'on va considérer. Un crâne, par exemple, a un temps moyen de renouvellement de quelques dizaines d'années, 30 ans, ça dépend des études, alors qu'un os qui subit plus de pression, comme une côte ou les os de pied, vont avoir des temps de renouvellement beaucoup plus rapides et sont donc, par le fait qu'ils intègrent une période de temps beaucoup plus courte, bien plus juste, du moins de bien meilleurs supports pour la datation C14. Ceci est important pour les périodes de temps historiques, le Moyen-Âge par exemple, ça l'est beaucoup moins sur les périodes de temps plus anciennes parce qu'on n'est pas à 30 ans B. L'autre élément que l'on a choisi, c'était de vous parler des environnements volcaniques. Pourquoi ces environnements volcaniques? Lorsque l'on date un végétal, normalement, le végétal, il est en interaction directe par la photosynthèse avec l'atmosphère. Et donc, sa teneur en C14 doit être le miroir des teneurs en C14 atmosphériques. Sauf que le volcan, soit au moment d'une éruption, soit de façon diffuse, et c'est plutôt là que ça agit, émet du CO2 qui n'est pas passé par l'oxydation de C14 atmosphérique. Et donc, ce CO2 est appauvri, il est même complètement déplété, du moins, il ne contient pas de C14. Et donc, la végétation qui est sous le vent de ces fumerolles, sous le vent de ces émanations diffuses, va faire de la photosynthèse avec un CO2 mixte entre le CO2 atmosphérique et le CO2 du volcan. Donc, quand on va mesurer les teneurs en C14 de cette végétation, elle va être inférieure à une végétation qui aura poussé de l'autre côté, sans influence du C14. Et donc, on va avoir l'impression, c'est ce que l'on appelle un âge apparent, que la végétation aura 50, 100, 200, voire plus. Sur les Açores, on a plusieurs centaines d'années de décalage entre la végétation qui est à proximité des fumerolles, des émanations diffuses, et le CO2, et la végétation qui n'est pas soumise à cela.
Donc, attention, quand on fait ce genre de datation, c'est pour cela que Pompéi, jusqu'à ce qu'il y ait eu des éléments qui ont été prélevés de l'autre côté, n'a pas pu être daté avec le C14. Un autre élément important que l'on souhaitait mettre en avant ici, ça c'est pour plutôt des éléments qui viendraient de tourbes, de petits lacs ou d'environnements palustres. On se retrouve là avec une différence de C14 entre l'atmosphère et l'eau, la partie eau douce. Comme ce que je vous aurais dû vous dire à la première transparent, mais dans le rush, je l'ai oublié, c'est que les teneurs en C14 dans l'atmosphère et les teneurs en C14 dans l'océan ne sont pas identiques par le jeu des mélanges et le jeu de la stratification des différentes couches de l'océan, et que cet écart entre l'atmosphère et l'océan s'appelle l'âge réservoir, et que cet âge réservoir, il est dépendant de la position de l'océan global, c'est-à-dire on n'aura pas le même dans l'hémisphère, dans l'Atlantique que dans le Pacifique, et il est dépendant du temps de la période à laquelle on va le mesurer. Il sera plus faible en période interglaciaire qu'en période glaciaire. On a aussi ce décalage entre les teneurs en C14 dans les eaux douces et les teneurs en C14 dans l'atmosphère. Et ça peut être lié soit parce que l'eau douce, elle va être alimentée par un bassin versant qui va être riche en carbonate, riche en calcaire, et donc on va avoir un carbone inorganique dissous qui va être appauvri en teneur C14 à cause de ce bassin versant en calcaire, ou alors parce que c'est un environnement qui est très riche en matière organique, avec une forte accumulation de matière organique dans le fond, une respiration hétérotrophique de cette matière organique qui va produire du carbone inorganique dissous, et l'environnement aquatique va à un moment pouvoir dégazer ce carbone inorganique dissous en surquantité pour fabriquer donc sous forme de CO2. Ça peut être un dégazage permanent, un dégazage saisonnier ou de façon aléatoire, mais en tout cas le CO2 qui va être respiré par l'environnement aquatique va se mélanger avec le CO2 libre pour fabriquer un CO2 de teneur en C14 intermédiaire qui va servir de source de carbone à la végétation environnante. Ce qui fait que quand on travaille sur ce genre d'environnement, on essaie de trouver plutôt des échantillons représentant de la végétation aérienne haute, et on va limiter les échantillons qui sont aquatiques, les échantillons qui viennent de plantes flottantes ou de plantes basses à proximité. Pas de potamogéton, pas de rupia par exemple. Donc, j'en arrive à la fin de mes 3 exemples de contextes particuliers que l'on a sélectionnés avec Lucille. Et donc, notre conclusion ici, c'est qu'il faut absolument savoir choisir le bon support de datation pour qu'il soit représentatif de l'événement que vous souhaitez caractériser. Et dans ces cas-là, les interactions en amont du prélèvement sont indispensables avec les géochronologues parce qu'il faut qu'il y ait des échanges entre ce que vous souhaitez et nous, nos connaissances en teneur en C14, sur le site du C14. Donc, maintenant que vous avez choisi votre échantillon, il faut bien savoir le prélever. Et donc, dans les diapos qui vont suivre, je vais vous parler des différentes étapes expérimentales qu'il faut réaliser pour effectuer une datation. Donc, d'abord, le prélèvement, je vais y revenir, vous donner quelques détails. Donc, ça, c'est votre partie ou la partie qu'on peut faire avec vous. Puis ensuite, ce qu'on fait au laboratoire pour traiter cet échantillon afin de le purifier et d'avoir le carbone 14 qui représente vraiment l'événement que vous voulez dater. Et puis ensuite, l'échantillon est mesuré par spectrométrie de masse par accélérateur. C'est donc les 3 étapes qui sont sur le schéma de gauche. Une fois les résultats obtenus, il y a 2 ou plusieurs étapes de traitement de données, dont la détermination en carbone 14, puis ensuite la calibration. Et pour aller un peu plus, on peut modéliser les dates. Je vous dirai ça tout à l'heure dans la suite de la présentation. Donc, en premier, le prélèvement, et il est aussi important de savoir prélever que de savoir choisir son échantillon, parce que ce qu'il faut à tout prix éviter, c'est une contamination en carbone 14 qui ne provient pas de l'échantillon à dater. Donc, avoir des matériaux, évidemment, qui ne contiennent pas de carbone, c'est ce qu'il y a de mieux. Et du matériel propre, donc un scalpel à usage unique de préférence. Si vous ne pouvez pas le choisir, vous n'êtes pas trop riche en lames de scalpel, bien les nettoyer entre chaque prélèvement.
Surtout, ne pas mettre votre échantillon dans du papier, dans un mouchoir, dans du coton, dans le journal, enfin tout ce qui contient du carbone qu'on ne veut pas dater. Ne pas fumer au-dessus de votre échantillon. Donc, le mieux, c'est de placer tout cet échantillon dans du papier alu. C'est vraiment ce qu'on préfère. Vous voyez un exemple à droite sur les photos. Et puis, donc le papier alu pour le prélèvement, mais ça peut être aussi pour emballer l'échantillon. Mais ce qui est encore mieux, c'est de le placer dans des piluliers en verre qui auront été aussi avant bien nettoyés et en particulier passés au four afin de décontaminer toutes les surfaces. Donc, faire très attention pour les objets de musée en particulier, mais même pour les objets archéologiques, au vernis, au consolidant, au marquage, tout ça, c'est des ennemis de la datation. Je crois souvent des archéologues qui me certifient, qui me jurent presque que leur échantillon n'a reçu aucun traitement. Et en fait, aucun traitement veut dire pour un archéologue ou un restaurateur quelque chose de réversible. Et la réversibilité n'est pas toujours à 100% et donc même rarement à 100%. Donc, s'il reste même des traces de consolidant ou de marquage ou de vernis, encore une fois, ça va fausser complètement la date parce que ça peut être des matériaux modernes qui ne contiennent pas du tout de carbone 14. Donc, vraiment, très, très important à prendre en compte. Je vous ai indiqué globalement les masses de matériaux à prélever pour effectuer une datation carbone 14 avec 1 mg de carbone, ce qui est la datation de routine sur les spectromètres de masse par accélérateur. Donc, vous voyez, à part l'os où on est de l'ordre du gramme, pour tous les autres échantillons, on est plutôt l'ordre du milligramme. Mais avec nos techniques, que ce soit sur le LMC 14, où on peut descendre jusqu'à 0,1 mg de carbone, ou Ecomicadas, où on peut encore gagner un facteur 10 jusqu'à 0,01 mg de carbone, évidemment, ces prélèvements peuvent être plus petits que ceux indiqués dans ce tableau. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que plus l'échantillon est petit, plus, en général, l'incertitude est grande. Donc, si vous voulez avoir une précision la plus grande possible, il faut un échantillon qui ait une taille tout à fait raisonnable. On ne peut pas avoir les deux conditions, ou tout au moins, c'est le plus difficile. Alors, ces échantillons au laboratoire, ils vont subir tout un tas de traitements afin de les purifier, de les nettoyer et encore une fois donc d'éliminer toutes ces contaminations, qu'elles soient macroscopiques, donc on inspecte d'abord les échantillons sous binoculaire, typiquement la peluche de pull est un des ennemis de la datation. Pour les contaminations microscopiques, on va faire des pré-traitements chimiques à base d'acide et de base. Et puis ensuite, selon la nature, on va soit brûler l'échantillon par combustion, c'est pour par exemple tout ce qui est matière organique, donc les charbons de bois, le bois, les tissus, les fibres de tissu. Ou alors, on va utiliser une réaction par hydrolyse acide pour tout ce qui est carbonate. Dans le but, à chaque fois, de collecter du CO2 pur qui va contenir le carbone 14 de l'échantillon. Ensuite, l'accélérateur, lui, la mesure sur l'accélérateur va être faite à partir de carbone pur. Donc, il y a une étape supplémentaire entre la mesure et le CO2 qu'il faut faire toujours au laboratoire, qui est la graphitisation, c'est-à-dire on va réduire le CO2 en carbone pur. Et c'est là qu'on va avoir le 1 mg, le fameux 1 mg de carbone, qui va être ensuite mesuré sur l'accélérateur. Alors ça, ce sont les grandes lignes. Pour Artemis, qui existe aussi pour l'Ecomicadas. Il y a par contre pour Ecomicadas des outils supplémentaires comme une source gaz, donc qui permet de réduire encore la taille de l'échantillon comme je vous l'ai dit, et puis des spectromètres qui permettent de séparer les molécules et de faire de la datation par composé spécifique.
Et oui, ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que cette source gaz, pourquoi elle permet de diminuer la taille de l'échantillon, c'est qu'elle permet de s'affranchir de l'étape de graphitisation, qui est une étape supplémentaire et qui nécessite d'avoir donc une certaine masse de carbone. La suivante, s'il te plaît. Donc, après la préparation de l'échantillon, ce 1 mg de carbone ou moins va être mesuré donc, sur ces spectromètres de masse par accélérateur. Vous voyez en haut la photo d'Artemis, donc qui a 20 ans, on peut dire la génération précédente, et ce sont des grandes machines, ça fait 15 mètres de longueur. Ici, vous ne voyez pas l'ensemble de l'appareil, il manque la source où on met le carbone 14. Et en dessous, vous avez Ecomicadas, dont les dimensions sont indiquées, donc c'est 5 fois plus petit. Mais il y a les mêmes éléments nécessaires pour une datation dans ces deux appareillages. Il faut d'abord une partie accélératrice, donc un gros accélérateur dans le cas d'Artemis, ou une plus petite partie ici dans le cas des Comicadas. Et le deuxième élément essentiel, c'est l'aimant d'analyse, donc c'est la partie spectrométrie de masse qui va trier les ions carbone 12, carbone 13 et carbone 14. La suivante, s'il te plaît. Donc voilà le principe pour les deux appareillages, des sources où vont être mis l'échantillon, une partie accélératrice, ensuite, un aimant et un comptage, vous voyez, différentiel des 12, 13 et 14, parce que c'est le rapport carbone 14 sur carbone 12 qui va permettre de déterminer l'âge, donc en âge BP, comme a dit Christine, ou en fraction de carbone moderne, après avoir utilisé tout un tas d'outils de normalisation. Ce que l'on fait aussi, c'est qu'à chaque mesure, enfin à chaque batch de mesures, donc une centaine pour nous, une trentaine pour Ecomicadas, on met des échantillons d'âge connu et des blancs pour contrôler tout notre processus de préparation. Donc des échantillons d'âge connu pour vérifier qu'on obtient l'âge attendu et qu'il n'y a pas eu de biais soit dans la mesure, soit dans la préparation chimique. Et de même des blancs, c'est-à-dire des échantillons sans carbone 14, pour voir s'il n'y a pas eu de contamination pendant tout le procédé. Donc, une fois l'âge BP obtenu, il faut calibrer les dates, comme vous a montré Christine, et on peut aussi faire appel après à des modélisations, je ne vais pas les traiter ici, lorsqu'on a des grands batchs de dates ou des problématiques qui nécessitent de traiter un grand nombre de mesures. La suivante, s'il te plaît, Christine. Donc maintenant, on va passer à l'aspect accès sur ces machines. Donc je vais d'abord parler de l'accès sur le LMC14, puis après Christine va reprendre la parole pour Ecomicadas. Nous avons une grande différence d'accès sur nos deux machines. Le LMC14 est un instrument national, appelé aussi plateforme nationale dans notre convention. Et cette convention, elle a 5 partenaires que sont le CEA, le CNRS, le ministère de la Culture, l'IRD et l'IRSN. Chaque partenaire a défini ses conditions d'accès propre. Donc, par exemple, pour le CEA et l'IRSN, vous devez appartenir à l'IRSN ou au CEA pour pouvoir demander des dates sur Artemis. Et là, il suffit de saisir le correspondant CEA ou IRSN pour avoir des droits de datation. Pour le CNRS et l'IRD et le ministère de la Culture, pour une partie, il y a des appels à projets. Alors, pour le CNRS INSU et l'IRD, il y a un appel à projet 1 ou 2 fois par an, dont j'ai mis ici le lien sur la slide, qui donc a un comité de sélection et commun pour la partie INSU et IRD, donc on va dire plutôt environnementale. Pour la partie patrimoine du CNRS ou SHS, qui est la partie SRA du ministère de la Culture, là aussi, il y a un appel à projet commun
entre les deux. Et il se fait via notre laboratoire partenaire de Lyon, donc le centre de datation par le radiocarbone, Christine Oberlin, qui gère donc l'arrivée des échantillons et qui fait partie du comité de sélection. Pour le ministère de la Culture, la partie musée a une autre entrée, c'est la plateforme Oscar du C2RMF, et les préparations des échantillons la préparation se fait par Pascal Richardin dans le laboratoire du C2RMF. Donc, vous voyez un panel d'entrée et il y a donc selon votre organisme d'appartenance. Et pour ce service, on réalise, donc cette partie totalement de service, à peu près 3000 datations par an. Il y a aussi une partie recherche dans notre laboratoire. Et là, dans ce cas, l'accès se fait directement par collaboration en me contactant ou par l'intermédiaire des autres personnes qui font de la recherche au LMC 14. Donc, pour le LSCE, l'équipe Géotrack du LSCE et donc l'accès au MICADAS, les choses sont différentes. Le MICADAS a été acquis en consortium avec 2 autres laboratoires que le LSCE, le laboratoire GEOPS qui est situé à Orsay et le laboratoire archéozoologie et archéobotanique qui est à Paris. Dans ces 3 laboratoires-là se positionnent des plateformes de préparation de chimie, de transformation en CO2 des échantillons et de graphite. Selon la forme de l'échantillon, la taille de l'échantillon, les échantillons arrivent soit sous forme solide, soit sous forme de CO2, soit sous forme de graphite au LSCE, ou après, ils sont mesurés sur EcoMicadas. Dans les 3 laboratoires sont porteurs de projets scientifiques en coordination propre. Ils contribuent à d'autres projets sous forme de collaboration scientifique et depuis le tout début, sont largement ouverts au service. Tout le monde est accueilli pour faire du service. Il suffit pour cela de contacter les responsables scientifiques et ou techniques de ces 3 laboratoires. Dont 2, GEOPS et le LSCE, font partie de la plateforme Panoply, qui est les instruments opérés par GEOPS ou par le LSCE et qui forment une panoplie dispersée sur le plateau de Saclay. Et pour être le plus juste et le plus transparent possible, sur cette plateforme sont aussi notées les coordonnées d'Antoine Sazo et d'Olivier Tombré, qui sont les responsables du laboratoire de Paris. Donc, à partir de ce site web, vous pouvez retrouver vos interlocuteurs préférés si vous souhaitez mener des projets en service ou en collaboration scientifique dessus. On en a fini pour la partie présentation théorique et les processus de traitement, et aussi une partie qui était importante, qui était comment avoir accès à ces 2 équipements, parce que c'est pas que l'instrument, c'est l'ensemble du savoir et des techniques qui sont autour. Et on a décidé, pour clore la présentation, de vous présenter 2 exemples qui peuvent vous titiller et qui sont en lien avec le matériel parentaux, avec les thématiques du DIM. Donc, comme première application, plutôt sur les temps anciens, l'art préhistorique, qui est un cheval de bataille de longue date pour l'équipe Géotrack du LSCE, puisque ça a commencé dès les années 70 avec la datation de Lascaux, bien sûr, pas les peintures, puisqu'elles ne contiennent pas de charbon. Et puis, en plus, à l'époque, il fallait des quantités énormes. Mais les charbons qui étaient au sol et qui, vraisemblablement, avaient servi pour les torches qui apportaient la lumière dans la grotte. Donc, c'est quelque chose qui est en place dans l'équipe depuis très longtemps par Georgette de Librias, puis Hélène Valadas et aujourd'hui Nadine Tisnera-Laborde, et c'est une histoire qui évolue et qui a évolué et qui continue à évoluer avec la miniaturisation des équipements, qui permet non plus d'être obligé d'utiliser des grandes quantités de matière, mais de travailler sur des choses de plus en plus petites. Donc, on est passé des échantillons, des charbons au sol à des charbons de mouchage, puis à la datation directe de la peinture.
Et aujourd'hui, en plus, c'est associé avec des travaux plus larges qui impliquent d'autres méthodes de datation comme l'uranium-thorium, le beryllium-10, l'uranium-thorium pour dater les voiles de calcite qui ont pu se déposer sur les peintures ou qui sont en dessous, et le beryllium-10 pour fermer, par exemple, pour dater la fermeture d'une grotte. Et une autre implication qui est aussi quelque chose qui a évolué dans le temps, c'est qu'aujourd'hui, c'est au-delà de seulement fixer un grade chronologique pour le moment où une peinture a été mise en place. Il y a beaucoup d'éléments chronologiques qui entrent dans la conception cognitive de l'humain qui a besoin de s'exprimer par l'art, et notamment en mettant en avant des phases de retouche ou des phases de préservation de certains panneaux. Et donc, vraiment, c'est au-delà de uniquement cette peinture a été faite à telle date. Et également, aujourd'hui, avec la possibilité de faire des mesures sur des types d'échantillons différents, de tailles différentes, la géochronologie C14 permet aussi d'apporter une clé de lecture supplémentaire qui est nécessaire à tout ce qui doit être mis en place pour la préservation et la conservation de ces peintures. Sur ce transparent, vous avez un ensemble non exhaustif des implications du laboratoire dans les datations de peintures rupestres, donc par les 3 personnes que j'ai citées précédemment, donc avec des peintures qui sont plus ou moins récentes, mais avec des éléments clés extrêmement médiatiques, comme la grotte Chauvet, la grotte Cosquer, plus récemment la grotte Ébou. Donc, si vous souhaitez plus d'informations, Nadine est peut-être dans l'audience et ça sera vraiment la personne qui pourra aller plus loin. Donc, ici, vous avez de présenter les éléments que Nadine, justement, aujourd'hui, va prélever sur les peintures, puisque là, il n'est pas question de ne pas y aller. Il y a vraiment toute une réflexion à avoir. Donc, elle va prélever des traces charbonneuses, les peintures elles-mêmes, la suie qui peut être à proximité, ou aussi des dépôts de carbonate secondaires qui peuvent être collectés au-dessus ou en dessous des marques quand la peinture ne contient pas de matières charbonneuses qui sont directement datables. Donc, vous avez de représenter sur la photo avant, là, qui était un petit film, un prélèvement énorme par rapport à ce que Nadine arrive régulièrement à ramener. C'est quelque chose, là, c'est une grande quantité. C'est pour ça que le film fonctionnait bien, parce qu'on les voyait bien bouger. D'autres éléments que Nadine prélève également, c'est tout ce qui est lié à la corrosion ou à la dissimulation des peintures. Et donc là, c'est plutôt l'aspect quels sont les éléments de conservation à mettre en place. Donc c'est directement la corrosion dessus ou les différentes couches de calcite sous les formes diverses et variées que l'on peut retrouver. Maintenant, en deuxième exemple, on va passer à quelque chose, alors, cette fois-ci, de beaucoup plus récent. Là, on va de l'autre côté de la courbe de calibration, après avoir voyagé dans les temps très anciens pour les grottes préhistoriques. Là, on va utiliser le pic des bombes qu'a présenté donc Christine tout à l'heure, pour détecter les faux en peinture, ou dater, disons, les peintures ou les objets en général réalisés après 1950. Donc, pour les peintures en particulier, les peintures modernes, hein, les peintures de Chevalet, de la Renaissance et des époques suivantes, le carbone 14 a longtemps été considéré comme inutile parce que trop invasif. Il fallait des prélèvements sur des couches de peinture trop fines et c'était pas acceptable du temps du carbone 14 conventionnel, et ça a été venu de mieux en plus accepté grâce au progrès par la spectrométrie de masse par accélérateur qui permet d'avoir de tout petits échantillons comme il a été montré précédemment. Et puis donc considéré aussi comme trop imprécise, comme je vous le disais, pour les périodes médiévales, les périodes modernes, où on avait 50 ou 100 années de précision ou d'incertitude en raison de la fameuse courbe de calibration. Alors, à contrario, dans cette période après 1950, en raison du pic des bombes, c'est-à-dire de cette pic de calibration qu'on peut utiliser pour faire de la datation après cette époque, là, on va avoir des précisions beaucoup plus grandes de l'ordre de l'année. La suivante, s'il te plaît.
Et c'est ce qui a été utilisé par nos collègues précurseurs pionniers dans la datation des peintures de Florence, où ils ont eu comme cas d'étude à dater donc une peinture de Fernand Léger, dont il existait un exemplaire à droite bien connu, bien daté et considéré comme vrai, et à gauche un appartenant à une autre partie de la même fondation sur laquelle ils avaient beaucoup de doutes, et bien qu'il ressemble beaucoup à la peinture de droite. Et ils ont fait un prélèvement de la toile, que vous voyez ici, en bas à gauche, et le résultat, en bas à droite, montre sans ambiguïté que cette toile a été fabriquée, créée après la mort de Fernand Léger. Donc, vous voyez, la mesure de carbone 14, elle est de 130, c'est 130%, en fait, c'est 1,3 de fraction de carbone bonaire. Donc, tout ce qui est au-dessus de 100, dans ce cas, veut dire après 1950. Vous avez deux solutions données par la forme du pic, donc une autour de 1960 et une autour de 1980, mais ces deux solutions sont après la mort de Fernand Léger dans les années 50. Donc, dans le cadre de cette étude et de ce résultat, il n'y a aucune ambiguïté sur le fait que cette peinture soit le résultat d'un faussaire, donc soit peinte dans les années 60 ou dans les années 80. Donc, dans le cadre d'une collaboration avec l'OCBC, donc l'OCBC, c'est l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels. Cet office nous a saisis il y a quelques années lorsqu'ils ont découvert un atelier qu'ils considéraient, ou pour lequel ils avaient fort soupçon qu'il soit un atelier de faussaire. Vous avez ici une vue de l'atelier où il y avait à peu près 600 peintures, toutes entre la période impressionniste et la période contemporaine. Et donc, ils ont saisi quelques tableaux qu'ils nous ont demandé de dater. La suivante, s'il te plaît. Alors, il y a un petit challenge, mais un gros challenge dans la datation, dans le cadre d'une enquête de police. C'est que, contrairement à une datation d'œuvres d'art ou d'objets, vous n'avez aucun dossier d'œuvre, donc vous n'avez aucune documentation, vous n'avez pas d'études préalables sur les matériaux. Il faut travailler en toute confidentialité et vous avez des limites en temps et en échantillonnage, puisque c'est le juge qui va vous dire quand vous pouvez aller prélever. Et ça se fait dans les locaux de l'OCBC qui sont, comme vous voyez à droite, pas très pratiques pour ce genre d'opération. Ce n'est pas des laboratoires. Et puis, vous faites tout en aveugle sans garantie de résultat. Donc, voilà un peu les conditions et le type de matériaux prélevés. Donc, sur une peinture, le cadre en bois, la toile, ici, les fibres de toile sur le côté, c'est relativement invisible, et aussi sur le côté des prélèvements de peinture au scalpel, ou alors en haut à droite, sur des très grosses masses de peinture, une petite écaille. Et vous voyez donc dans les piluliers la quantité de matériel nécessaire qui ici, comme ces tableaux étaient considérés comme douteux dès le départ, l'échantillonnage a été supérieur à la quantité minimale qu'il faut. Donc là, vous voyez, c'est déjà des petits prélèvements, mais on peut faire encore beaucoup plus petit. Donc voici les résultats. Les résultats obtenus sur le châssis en bois pour deux peintures, une peinture impressionniste et une peinture post-impressionniste. On est ici sur la partie de la courbe de calibration avant 1950. Donc, on obtient des dates qui sont conformes à la période active du peintre, qui sont dans les deux cas avant 1947 et 1943 pour le deuxième, et ces deux dates étant la mort des peintres supposés. Vous voyez que dans ces périodes, avant 1950, on est très peu précis. On a des intervalles de dates qui vont du XVIIe siècle au XXe siècle. Donc, pour une datation précise, c'est difficile, mais en tout cas,
le résultat n'est pas en contradiction avec les peintres supposés de ces tableaux. La suivante, s'il te plaît. En revanche, pour la toile, on a une toute autre vision des choses. D'abord, pour la toile, il faut caractériser la fibre, vérifier que c'est une fibre naturelle, et dans ce cas-là, on a bien du lin. Et vous voyez, cette fois-ci, le résultat tombe plutôt dans le pic des bombes, c'est-à-dire après 1950. Donc, on a des toiles déjà beaucoup plus récentes que les châssis en bois. Là aussi, comme dans le cas de la peinture de Fernand Léger, on a deux solutions pour un résultat. Donc, une solution dans les années 50 et une autre dans les années 2000 pour les deux peintures. Les deux solutions tombent après la mort des artistes, je vous rappelle, dans un cas 1943-1947. Donc là aussi, un résultat sans appel. Ces toiles ont été fabriquées après la mort de l'artiste. Alors, juste une petite précision, ce que l'on va dater ici, c'est la mort de l'organisme vivant qui a donné lieu à la réalisation du textile. Donc, c'est la coupe des fibres de lin. Mais voilà, le résultat, c'est que le lin a été récolté soit en 56-57, soit entre les années 2000 et 2010, dans tous les cas, après la mort des peintres supposés. Donc, ce qui, évidemment, vous en conviendrez, est un peu impossible. Donc, on a une preuve irréfutable ici de la réalisation de faux. Donc, si on résume, dans ce cas, c'est la toile qui donne la solution. On voit que les faussaires ont bien pris la précaution d'utiliser des châssis en bois d'époque ancienne, soit donc du vieux bois, soit des châssis anciens réutilisés, mais que pour la toile, ils n'ont pas eu cette précaution et que c'est bien le résultat de la toile qui donne tout à fait l'information demandée par l'OCBC. Pour la peinture, le résultat de la datation d'une peinture aussi, dans la peinture, c'est l'huile de lin qui va être datée, donne le même résultat. Alors, juste pour conclure sur ces parties d'exemple, on a parlé beaucoup des matériaux datables, les matériaux conventionnels type matière organique ou carbonate. Je voulais juste aussi souligner qu'on développe des méthodologies pour pouvoir dater des matériaux un peu moins conventionnels pour le carbone 14, et j'en citerai deux. Donc, le fer, et en ce moment, donc, on a une datation, notamment, on a une thèse, pardon, en cours sur la datation des fers de construction de Notre-Dame. Et pourquoi on peut dater les fers anciens? C'est parce que le carbone du charbon de bois qui est utilisé pour la réduction du minerai diffuse dans la masse de fer, et donc on a des phases de cémentite qui contiennent du carbone organique, ce qui rend possible la datation du fer. Et l'autre matériau sur lequel on a fait des recherches récentes, c'est le blanc de plomb, donc qui est un pigment et cosmétique ancien qui a été fabriqué depuis l'Antiquité. Et dans son processus de fabrication, il y a aussi incorporation de carbone organique qui en rend sa datation possible. Et là, ça a été le cadre de la thèse de Cyrielle Messager soutenue en 2020. Essayez de remettre en route mon micro avec du mal, pardon. Donc, sur ce transparent, on voulait juste vous redonner un aperçu de toutes les thématiques qui peuvent bénéficier de la géochimie C14, datation C14, géochronologie C14. On va pas les lister. Ce que l'on vous propose, c'est qu'on laissera ce transparent au moment des questions et on passe tout de suite au transparent qui suit, qui est donc le transparent des remerciements. Remerciements aux deux équipes, forcément, LMC14 et GeoTrack, avec les membres actuels et passés, sans lesquels rien n'aurait pu exister. Un énorme remerciement à la région Île-de-France qui, par les différents DIM qui se sont succédés, et notamment le DIM Pamir actuellement, on a pu bénéficier d'une évolution dans les technologies dont on dispose au laboratoire, avec la toute dernière nouvelle de ce matin, et un grand merci pour l'aide du DIM Pamir pour la réparation du Micadas
avec le projet Retap pour le retaper justement. Merci également aux autres cofinanceurs des acquisitions de ces équipements divers. Mikada, ça a été le premier très gros, je pense, où on a bénéficié d'autres sources de financement, bien sûr. Et de même, Lucie. voilà, de même pour Artemis, nous aussi, le DIM Pamir nous a beaucoup soutenus, que ce soit pour des investissements en matériel ou récemment pour nous fêter dignement les 20 ans du laboratoire. Et on ne manquera pas de faire appel encore dans le futur au DIM Pamir pour toujours voilà, améliorer nos installations. Donc, merci, voilà, merci pour votre écoute. Et puis, nous sommes prêtes pour des questions maintenant.